Merci de me donner la parole. Je voudrais évidemment remercier l'Institut pour la justice qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ce colloque déjà riche de beaucoup d'interventions. Lorsque, comme vous le rappeliez, il y a quelques années, j'ai assumé la présidence de cette commission chargée de proposer des réformes de la justice pénale des mineurs, il s'agissait bien entendu pour nous de trouver des solutions plus efficaces pour une délinquance qui était en augmentation et dont le caractère le plus juvénile apparaissait de jour en jour. Évidemment, les statistiques qui étaient données souvent policières étaient contestées par un certain nombre d'auteurs et nous avons voulu nous appuyer sur des choses relativement solides, à savoir les condamnations prononcées par les juges des enfants ou les tribunaux pour enfants. Et nous avions pu observer qu'en 10 ans, en gros, les condamnations avaient été multipliées par 2, 90% en matière délictuelle, et pour les mineurs de 13 ans, c'est-à-dire de 11 à 13 ans, si vous voulez, elles avaient plus que doublé. Donc, on pouvait bien considérer qu'il y avait là un problème et que sans doute le texte qui était cette ordonnance de 1945, modifié 44 fois, moi j'en avais noté un peu moins, mais Jean Pradel en a noté quelques-unes de plus, devait sans doute évidemment être modifié. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas imaginer que c'est en changeant un texte qu'on peut effectivement changer véritablement les choses. Tout à l'heure, je crois Madame Petit disait que les mineurs de 45 ne sont plus les mêmes que les mineurs de 2015, mais il faut s'y ajouter que la société dans laquelle ils vivent n'est plus exactement la même. Ce qui veut dire que trouver des solutions oblige à s'interroger un peu sur les causes de cette délinquance. On sait qu'elles sont multiples et complexes et qu'elles impliquent évidemment non seulement des réponses pénales, mais aussi des politiques de prévention éducative, sanitaire, sociale adaptées. Le dire, c'est évidemment affirmer qu'un traitement efficace de cette délinquance ne relève pas seulement des professionnels et qu'il faut nécessairement que d'autres acteurs soient impliqués. Alors d'autres acteurs, c'est évidemment la société tout entière qui peut être concernée. Il s'agit également, et nous l'avons vu ce matin dans le sondage qui nous a été proposé, de responsabiliser les parents, puisque je crois que c'est un des taux les plus importants qu'on a pu relever, 90%, je crois, presque des personnes considéraient qu'il fallait responsabiliser les parents. Et puis, je crois qu'il faut ajouter que les victimes, je m'adresse évidemment à un auditoire assez particulier, peuvent aussi jouer un rôle dans le traitement de la délinquance. Alors, pour décrire cette responsabilisation d'autres acteurs, j'ai décidé d'utiliser le verbe responsabilisation, car ce néologisme a un intérêt, c'est qu'il signifie dans son acception la plus simple 2 choses. C'est d'abord le fait d'être responsable, mais c'est ensuite l'action qui conduit à responsabiliser, notamment en faisant participer l'auteur, l'acteur concerné. Alors, à la question qui est posée très directement par les organisateurs de ce colloque, qui est responsable? La réponse est extrêmement simple. Contrairement à ce qui a pu parfois être affirmé, l'ordonnance de 1945, à son origine, n'a jamais organisé, comme beaucoup l'ont enseigné, un système d'irresponsabilité, mais bien un régime de responsabilité pénale. Et la Cour de cassation, la Chambre criminelle, très vite l'a rappelé dans un arrêt extrêmement célèbre, que tous ceux qui ont fait du droit se souviennent, l'arrêt Laboub, dans lequel, effectivement, il a été dit que dès lors qu'un mineur avait la faculté de discernement, il était responsable. Donc le responsable, c'est évidemment le mineur. Donc il est responsable, mais il est responsable et traité selon une loi particulière, cette loi de multiples fois modifiée, qui est l'ordonnance de 1945. Et ce qui est certain dans cette loi dès l'origine, et ce qui est aujourd'hui constitutionnellement garanti, c'est qu'il faut d'abord éduquer. Personne ne fait faire abstraction de cette idée. Donc la priorité, on ne peut pas l'oublier. Pour autant, cela ne veut pas dire, contrairement à une forme d'idéologie, qu'il ne faut pas punir et qu'il faut par voie de conséquence surveiller si l'on peut être efficace. Donc éduquer, surveiller et punir, c'est certainement la formule qu'il faut trouver. Alors cette affirmation forte de la responsabilité du mineur, je viens de le dire, n'exclut pas que l'on puisse demander à d'autres
à s'intéresser à cette délinquance. Ce qui ne veut pas dire que je vais participer avec ceux qui ont la culture de l'excuse et que c'est la société qui serait responsable et qu'elle devrait réagir. Mais elle peut aussi avoir un rôle à jouer, ce que j'essayerai de montrer dans un premier temps. Puis, je m'intéresserai évidemment à cette responsabilisation des parents, qu'il est facile d'affirmer, mais qu'il est extrêmement difficile de mettre en pratique concrètement, car il existe aussi des principes juridiques. Mais, je vous l'ai dit, responsabiliser, ça concerne, on a dit au-delà du mineur, mais ça concerne aussi le mineur. Il s'agit de lui faire comprendre pourquoi il est responsable et pourquoi il peut être sanctionné. Donc, la société sur laquelle je passerai très vite, l'implication de la société civile, avant de parler de l'implication des parents, puis de la responsabilisation du mineur. Alors, l'implication de la société civile, pour des raisons de temps, parce que je sais que je suis souvent trop bavard, je signalerai simplement deux solutions que nous avions retenues dans le cadre du rapport que j'ai effectivement eu l'honneur de remettre à Madame la ministre de l'époque, Madame Dati. Il est vrai qu'aujourd'hui, le principe qu'il faut une réponse à toute infraction est à peu près admis. Au-delà de ce qu'on a appelé, pour un peu caricaturer, la tolérance zéro, il est évident que tous les pédopsychiatres considèrent que s'il n'y a pas de réponse, quelle qu'elle soit qui est apportée, le mineur va se sentir dans l'obligation de recommencer, puisque très souvent, il s'agit de provocation. Mais évidemment, ce que l'on doit dire, c'est qu'aujourd'hui, si cette réponse pénale est considérable, dernier chiffre, 93,5% de réponse pénale, selon les derniers chiffres clés de la justice de 2014. Mais ce qu'il faut ajouter aussitôt, c'est que dans 57,2% des cas, donc plus de la moitié, cette réponse va résulter de ce qu'on appelle une alternative aux poursuites, ce que l'on appelle aussi la troisième voie, qui consiste simplement à ce que le parquet défère le mineur devant un délégué du procureur ou souvent un officier de police judiciaire. Pour faire quoi? Pour décider d'une mesure. Mais il faut dire que dans 62% des cas, ce qui est quand même considérable, il s'agira d'un simple rappel à la loi. C'est-à-dire que tu as mal fait, tu n'aurais pas dû le faire, etc. La question est alors de se demander si ce rappel à la loi est suffisant. Et nous vient alors l'idée de nous dire qu'il faudrait peut-être que, pour certains mineurs qui seraient identifiés par les services policiers ou les services du parquet, puissent peut-être faire l'objet d'un suivi par une représentation de la société civile. On n'a pas inventé, évidemment, on a été voir un petit peu ce qui se passait dans notre pays. Jean Pradel, vous le savez, est un spécialiste de droit comparé, et il était là pour nous dire, voilà, ce qui peut se faire dans certains cas. Et on a pu observer que dans d'assez nombreux pays, on pouvait confier un mineur qui commence dans la délinquance, c'est-à-dire c'est une de sa première infraction, à un groupe de personnes de la société civile, des enseignants, des parents, etc., pour qu'ils le suivent et que, en le suivant, ils puissent peut-être éviter qu'il ne devienne un récidiviste. Alors, il faut le rappeler, c'est vrai qu'il y a finalement peu de récidivistes. La plupart des enquêtes, elles sont assez nombreuses, montrent qu'en gros, à peu près 2 mineurs sur 3 n'ont qu'un seul contact avec la justice pénale. Mais avec la justice pénale, ce n'est pas un seul contact avec cette mesure alternative, car ils peuvent en avoir quelquefois de nombreux. Alors, comment constituer ce groupe? Il s'agirait peut-être de partir de certains organismes dont mon collègue parlera peut-être tout à l'heure, qui pourraient avoir des groupes s'occupant de ce mineur. Ce qui est certain, c'est que les pays qui l'utilisent, alors ils appellent cela, j'ose à peine utiliser le terme, ce qu'on appelle une prise en charge communautaire. Il y a des mots comme ça qu'il faut quelquefois éviter d'utiliser, mais c'est le système anglo-saxon. Et il semble avoir des résultats tout à fait intéressants selon les statistiques de ces pays. Alors on le trouve en Angleterre, on le trouve au Québec, on le trouve aux Pays-Bas. Et nous avons été au Québec dans le cadre de la commission que j'ai présidée et on a vu que ce système pouvait très bien fonctionner. Le deuxième exemple que je donnerai concernant l'intervention de la société civile, c'est dans le cadre des alternatives à l'incarcération qui sont utilisées pour les mineurs, comme le travail d'intérêt général, les mesures de réparation
ou encore des stages divers, de citoyenneté, de formation civique, ou encore des stages de sensibilisation. Eh bien, il serait possible sans doute que des membres de la société civile puissent participer justement à ces mesures. On a souvent beaucoup de mal à ce qu'elles puissent être efficaces. Alors, il ne s'agit pas de faire de ces membres de la société civile des sortes d'éducateurs bénévoles, encore que dans le système initial, il y avait des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Une anecdote, 45 ou 44 modifications de l'ordonnance. Eh bien, je vous le donne en mille. Les délégués bénévoles qui ont disparu depuis à peu près 25 ans figurent toujours dans l'ordonnance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc en 45 fois, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des gens qui ont été supprimés, qu'il faudrait peut-être au moins les supprimer du texte. Donc il s'agirait de constituer une sorte de vivier de délégués bénévoles pouvant intervenir en quelque sorte pour faciliter avec leur carnet d'adresses peut-être d'anciens chefs d'entreprise pour trouver un travail d'intérêt général. Et puis peut-être aller un peu plus loin pour certains organismes publics ou des sociétés comme la RATP, la SNCF, pour les contraindre en quelque sorte, avoir une sorte de volet de stage de travail d'intérêt général. Car très souvent, le travail d'intérêt général donne de bons résultats, sauf qu'il est prononcé et qu'on n'arrive pas à le faire exécuter. Donc il y a là une possibilité d'intervention. S'agissant je crois qu'en plus, associer le mineur à un service public peut peut-être lui faire prendre conscience des conséquences de certains actes qu'il a pu commettre. Ceux qui taguent, vous savez, tous les wagons de la SNCF, les obliger à aller effectivement réparer les dégâts, ça peut peut-être avoir un sens dans certains cas. Évidemment, si la victime est un membre très particulier dans la société civile, du moins dans le cadre de ce dont nous parlons, il faut signaler qu'elle peut jouer un rôle important dans le cadre des mesures de réparation. Peut-être aussi dans ce que l'on nomme aujourd'hui la justice restaurative, qui vient de prendre rang dans l'article 10.1 du Code pénal, sans qu'on nous dise très exactement comment elle peut fonctionner. Mais on peut penser que la participation de la victime est importante, car une enquête qui a été faite par l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse a montré que quand on interroge un groupe de 331 mineurs, je ne sais pas pourquoi il y en avait 331, mais qui étaient soit dans des CEF, soit dans des centres d'éducation renforcée, soit dans des EPM, et qu'on leur demandait de les interroger sur la victime, sur les 331, seuls 70 disaient avoir pensé à la victime. Et 5 seulement disaient s'être spontanément excusés. Donc je crois qu'il est particulièrement important qu'effectivement, dans le cadre des mesures de réparation, il puisse y avoir... Évidemment, je ne parle pas d'infractions comme celle dont nous avons parlé ce matin. Madame Marin nous ont parlé ce matin. Je parle d'infractions évidemment beaucoup plus vénielles. Et puis, ce que je puis dire, c'est qu'en tant qu'assesseur, je crois qu'un procès avec la victime présente et un procès sans la victime présente, c'est fondamentalement différent. Et je donne souvent cet exemple. Lorsque vous avez une victime qui est souvent du même milieu que l'agresseur, que du mineur qui l'a agressé, qui vient à côté de la barre expliquer au mineur « Tu as mis le feu à ma voiture et pendant 1 mois, je n'ai pas pu aller travailler, j'ai perdu mon travail. » Je vous assure que ça a infiniment plus d'effet que ce que peut dire la présidente ou ce que peut dire le représentant du ministère public. D'où, je crois, l'importance que les victimes puissent participer au procès. Très souvent, on sait, parce qu'il y a un système d'assurance et parce que la justice est extrêmement lente, 2 ans ou 3 ans après, on ne revient pas dans le procès, même si on a été convoqué, puisque c'est obligatoire, bien sûr, si la victime s'est constituée par civil, qu'elle soit convoquée. Voilà ce que je dirais sur cette application de la société civile. On pourrait évidemment donner d'autres exemples. Je voudrais maintenant passer à la responsabilisation des parents. Alors, le choix du mot responsabilisation ici est tout à fait adéquat, puisque je vais d'abord vous parler de la responsabilisation, c'est-à-dire de la sensibilisation des parents à ce qu'un de leurs enfants est traduit devant une juridiction. Alors, les responsabiliser, cela peut aussi commencer par les informer. Parce que très souvent, alors, il y a des parents totalement inexistants, il y a des parents défaillants, mais il y a des parents dépassés, je crois que c'est le plus grand nombre. Et il serait peut-être bon
qu'à l'image de ce qui se fait également au Québec, on puisse donner une sorte de livret de ce qui va se passer, notamment de ce que sont les devoirs des parents, de ce qu'ils doivent faire, de leurs droits également, ils en ont évidemment, lorsqu'un de leurs enfants est poursuivi devant une juridiction pour mineurs. Et puis, à partir du moment où on considère que c'est important, depuis déjà 2002, la première loi Perben, il a été décidé que le parent qui ne comparaît pas peut être effectivement sanctionné. Alors on a commencé par une amende civile. En réalité, cette amende civile n'était pratiquement jamais appliquée. Il faut dire que c'était le président même, sur réquisition du parquet, qui pouvait la prononcer, mais en plus, il n'y avait pas véritablement de principe du contradictoire, ce que je trouve était peut-être un peu gênant. Ce qui fait que la commission que j'ai présidée a proposé qu'on ait une véritable pénalisation. Et je crois qu'on peut dire que c'est assez logique. Si on est témoin d'un accident, par exemple, et que l'on est convoqué devant une juridiction et que l'on ne s'y rend pas, on commet une infraction pénale. Je pense que donc on peut transposer pour des parents. Là, une amende pénale a été prévue, mais ce qui a été prévu également, c'est un stage de responsabilité parentale. Ça peut être intéressant, effectivement, qu'un parent défaillant soit qu'on ait un tel stage pour lui expliquer. Et puis, la loi a voulu aller un petit peu plus loin, puisqu'il y a également aujourd'hui la possibilité que le parent soit amené par la force devant une juridiction. Alors je crois que le législateur est sans doute allé un peu vite, car je ne vois pas bien la réalité. Alors on peut la concevoir lorsqu'il s'agit d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants. Il pourra y avoir un mandat décerné et le parent pourra effectivement venir à une audience du juge. Mais s'agissant d'une audience du tribunal pour enfants, je ne vois pas comment cela peut être pratiqué. Peut-être devant une cour d'assises des mineurs, parce que les audiences peuvent durer plusieurs jours, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de très, très judicieux. Au-delà de cette responsabilisation, de cet intérêt que l'on doit communiquer aux parents de vraiment être là, il faut maintenant poser la question de savoir si des parents, c'est là la question, peuvent être pénalement responsables des infractions commises par leurs enfants. Alors, le juriste, à cette question, n'a pas beaucoup d'hésitation, a priori, parce que la réponse, elle est dans l'article 121 du Code pénal, c'est-à-dire un des 3 premiers articles, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas être pénalement responsable pour autrui. Donc, je crois qu'il n'est pas possible, constitutionnellement parlant, de décider d'une infraction qui toucherait comme ça directement des parents à la place de leurs enfants. Alors, évidemment, il faut quand même traiter de la possibilité pour les parents d'avoir participé à l'infraction. Des parents peuvent être co-auteurs ou complices. Et on sait bien que dans les trafics de drogue, dans un certain nombre de cas, c'est tout à fait le cas. Et puis je pensais également, après avoir entendu, je ne sais plus, ce matin, un collègue parler de dealers qui venaient avec les Ferrari ou les Mercedes, il y a une infraction qui, à mon avis, pourrait être appliquée, qui est ce que l'on appelle la non-justification de ressources par rapport à son train de vie. Ou également, s'agissant d'un bien, lorsqu'on ne peut pas venir. Lorsqu'on est en relation directe avec des personnes auteurs d'infractions. Je pense que dans de telles hypothèses, rien n'interdirait cette application de l'article 321-6 du Code pénal lorsque des personnes qui n'ont aucun travail fixe peuvent se retrouver avec un bien dont ils ne pourront pas justifier de l'acquisition autrement que par un trafic. Je rappellerai également que sur le plan civil, évidemment, les parents sont responsables. Ils sont responsables sur la base d'une faute des parents, ou plus exactement une présomption de faute des parents dans la surveillance et l'éducation de leurs enfants. Alors, en dehors de cette possibilité directe donc de participation, lorsque les parents ne participent aucunement à l'infraction, comment pourrait-on arriver à une forme de responsabilisation? Alors, le sondage, tout à l'heure, je le disais, a pu nous convaincre que, finalement, l'opinion y était très largement ouverte. Alors, il existe, il est vrai, un texte de notre Code pénal, qui est l'article 222-17, qui sanctionne le défaut d'éducation. Alors, très précisément,
est visé. Le fait par le père ou la mère d'un enfant de se soustraire sans motif légitime à ses obligations au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation. Et c'est une infraction qui est passible de 2 ans et de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Alors, en 1998, Elisabeth Guigou, qui était alors ministre de la Justice, a pris une circulaire dans laquelle elle a rappelé que ce texte pourrait s'appliquer effectivement à des parents d'enfants délinquants. Sur un plan strictement juridique, il faut bien reconnaître que c'est extrêmement difficile. En effet, ce qui est en fait sanctionné, et alors le titre habituellement utilisé pour cette infraction, c'est l'abandon moral de l'enfant. Or, il faudrait donc pouvoir prouver que le parent a laissé l'enfant totalement abandonné. Et on a un certain nombre de juridictions du fond qui ont appliqué ce texte dans un certain nombre de conditions. En revanche, j'ai cherché, mais je n'ai trouvé dans la jurisprudence de la Cour de cassation aucune confirmation de ces jurisprudences Cour d'appel. Donc, c'est un petit peu difficile, me semble-t-il, de se contenter de cela. Alors, faut-il pour autant en conclure qu'il n'y a aucune solution dans la responsabilisation, pour la responsabilisation des parents? Alors, il faut évidemment noter qu'il existe indirectement des textes permettant de responsabiliser les parents. Ou, je devrais dire, parfois, il en existait. Il existe un texte qui permet de sanctionner des parents en cas de déscolarisation des enfants. Alors, c'est un texte qui fonctionne en 2 temps. Il faut d'abord un avertissement par les autorités académiques, par représentant de l'autorité académique, pour que dans un deuxième temps, éventuellement, une sanction pénale puisse être prise contre l'un des parents. Évidemment, ce n'est pas nécessairement très simple. Et puis, il y a des sanctions également qui peuvent être appliquées en matière de provocation. Il y a beaucoup d'actes de provocation qui sont effectivement sanctionnés dans notre droit. Et il y a par exemple la provocation à la commission d'une infraction, d'un crime ou d'un délit, qui pourrait éventuellement être retenu. Mais tout cela reste un petit peu difficile. D'où peut-on véritablement créer une infraction concernant un parent pour non-exécution d'obligations qui auraient été imposées à l'enfant. Alors, j'ai regardé un peu du côté du droit comparé. La Belgique, par exemple, connaît d'un stage de responsabilité parentale et lorsqu'il n'est pas respecté ou lorsqu'il est refusé, il est prévu des peines d'emprisonnement, mais extrêmement légères. En fait, le seul exemple que j'ai trouvé, mais je ne garantis pas que j'ai la compétence de Jean Pradel pour connaître tous les droits internationaux, tous les droits nationaux des autres pays, mais c'est aux États-Unis, en Californie, qu'effectivement, il existe un exemple de pénalisation directe des parents. Alors, dans certains cas, on pénalise des négligences caractérisées. Par exemple, le non-respect de l'obligation scolaire, le non-respect d'un couvre-feu, c'est beaucoup pratiqué aux États-Unis, ou encore l'accessibilité trop facile à des armes. Alors, aux États-Unis, c'est particulièrement important. Mais l'État de Californie a été au-delà en mettant en place une incrimination qui vise les défaillances et négligences dans la direction et la surveillance de leurs enfants, et qui peut se révéler soit par la commission d'infractions, soit par de simples incivilités. Alors, cette infraction, qui est passible de 2 ans d'emprisonnement, a été étendue à d'autres États. Ces États ont soumis cette infraction à leur Cour constitutionnelle et ces infractions ont été validées. Alors, je n'ai pas une connaissance suffisante des systèmes américains pour savoir si c'est appliqué, si c'est efficace. Toujours est-il que cela existe. C'est sans doute ce qui a donné l'idée à certains de nos hommes politiques de proposer une loi en ce sens. Et c'est monsieur le sénateur Éric Ciotti qui, dès 1970, avait proposé une loi de responsabilisation des parents, mais qui n'a jamais été discutée. Alors, il a annoncé, il y a maintenant 6 mois, qu'il déposerait en septembre un nouveau texte en ce sens, mais il y a eu d'autres occupations. La loi n'a pas été déposée.
Mais en regardant sur la première, on peut effectivement voir si elle paraît applicable ou non. L'idée, au fond, n'est pas contestable d'inciter des parents à agir sous la menace d'une sanction pénale. Mais encore faut-il trouver la formule qui permettrait de le faire. Or, la proposition est ainsi formulée, je vous la livre, serait passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende les pères ou mères qui laissent le mineur violer les interdictions et les obligations auxquelles il a été soumis dans le cadre d'une poursuite ou d'une condamnation. Vous savez que dans de très nombreux cas, il y a effectivement des interdictions qui sont faites aux mineurs, de paraître en certains lieux, de ne pas fréquenter les co-auteurs, de ne pas aller fréquenter la victime, évidemment. Il y a des obligations, l'obligation de se former, etc. Donc il y a bien ces interdictions. Mais peut-on imaginer que le Conseil constitutionnel va accepter, quand on connaît son interprétation du principe de la légalité criminelle, un texte aussi imprécis? Parce que quand on dit « laisse le mineur », ça veut dire qu'il suffit d'observer que les interdictions et obligations n'ont pas été respectées pour que les parents deviennent punissables. Je suis, moi, persuadé que ça ne peut pas passer constitutionnellement. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution? Je pense qu'il serait peut-être possible de modifier l'article 227-17 en précisant ce que signifie le défaut d'éducation. Ce serait une première solution. J'en vois une autre en m'inspirant d'un système canadien qui s'appelle le contrat de probation. Alors vous savez qu'il existait dans notre droit la possibilité d'y avoir un contrat de responsabilité parentale. Il avait été créé par une loi de 2006, du 31 mars 2006, mais il a été supprimé, je crois, par inadvertance, le 31 janvier 2013. C'est la loi qui a supprimé la possibilité de suspendre ou de supprimer les allocations familiales, qui, sans le faire exprès, a du même coup supprimé le contrat de responsabilité parentale. Parce que je crois que dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale, on pourrait imaginer cela. Alors, pas tel qu'il était conçu, puisque c'était le président du conseil, alors plus général, départemental, qui effectivement passait ce contrat avec les parents, et c'était l'inobservation de ce contrat qui pouvait conduire à la suspension ou à la suppression des allocations familiales. Alors je crois que si on s'en tient là encore au sondage, il serait peut-être opportun de revenir, sinon à ce stade, mais en tout cas à cette possibilité de suppression des prestations sociales, puisque c'était très nettement majoritaire. Alors, si effectivement on ne peut le faire dans le cadre d'un conseil départemental, je pense qu'il serait peut-être possible que les juridictions mineures puissent l'utiliser. Je m'explique. Il faudrait sans doute que, lorsque l'enquête démontrerait que, pour un mineur assez jeune, des parents sont manifestement défaillants concernant l'éducation, lorsque le parent sera nécessairement à l'audience, et là on peut effectivement le faire venir, expliquer quelles sont les obligations qui sont imposées, et expliquer que c'est aux parents, effectivement. On peut alors peut-être construire, sur la base d'une sorte de contrat, ce n'est pas véritablement un contrat, une infraction qui permettrait de sanctionner le parent qui ne respecterait pas ses obligations imposées aux mineurs. Je pense qu'on ne serait beaucoup moins sûr de tomber sous la critique de responsabilisation du fait d'autrui. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je suis navré de vous avoir interrompu. Non, nous sommes un petit peu pressés par le temps. Si vous souhaitez conclure, naturellement, vous pouvez. Non, je pensais que j'avais au moins une demi-heure. C'est un petit peu différent. Voilà. Alors, donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que même s'il est important de responsabiliser d'autres personnes, je pense quand même que ce qui est encore plus important, c'est de responsabiliser le mineur. Or, il y a, dans l'ordonnance de 1945, toute une série de mesures qui seraient susceptibles d'être prises pour le responsabiliser. D'abord, je pense que, contrairement à ce que pense Mme Taubira, si j'en juge par son projet, je crois qu'il faudrait vraiment parler de mineurs et non plus d'enfants. À partir du moment où un enfant commet une infraction, il entre dans un système qui est celui de la justice pénale des mineurs. Il faudra ensuite distinguer soigneusement du point de vue terminologique les mesures d'assistance éducative et les mesures pénales. Car aujourd'hui,
c'est le même juge qui juge, et en plus on utilise exactement les mêmes. Et là encore, je pense qu'il ne faudrait parler que de sanctions éducatives et de peine, alors que Mme Taubira, toujours dans son projet, veut revenir à la distinction mesure éducative, donc à nouveau, et peine. Donc il y a comme ça toute une série de mesures. Et j'ajouterais simplement pour terminer que le mineur ne peut effectivement être responsabilisé qu'à partir du moment où la réponse qui est apportée est d'une part cohérente, ce qui n'est jamais le cas. Quand vous voyez sur un casier judiciaire qu'on a prononcé successivement 3 admonestations et que peut-être avant il y avait eu 2 rappels à la loi, à mon avis, c'est strictement impossible. Et puis, ce qui est peut-être le plus important, alors je suis un peu embêté de ne pas pouvoir du tout en parler, c'est le problème de la célérité de cette justice. Comment imaginer qu'on peut être efficace quand un mineur est jugé en moyenne 20 mois après la commission des faits? Et quand on dit 20 mois, c'est une moyenne qui ne signifie évidemment pas grand-chose. Très souvent, on juge des mineurs 3 ans, voire 4 ans après les faits. On les juge alors qu'ils sont devenus majeurs. Dans une audience d'un tribunal pour enfants à Lyon, et je pense que c'est partout pareil, il arrive quelquefois que nous n'ayons pas un seul mineur de toute l'audience, quand on en a un ou 2. C'est-à-dire que les mineurs ont déjà 19, 20, 21 ans. Certains arrivent avec les bracelets, parce qu'évidemment, entre-temps, ils ont commis une infraction en tant que majeurs, et en comparution immédiate, ils ont pris une peine ferme. D'autres sont au contraire totalement réinsérés. Ils sont mariés, ils ont parfois des enfants, et dans les 2 cas, la sanction qu'on prononcera, elle n'aura pas de signification, et ils ne la comprendront pas. Alors je crois qu'il faudrait que, dans le domaine de la justice des mineurs, on abandonne l'idéologie qui semble revenir, et il y en a dans les 2 sens. Parce que ceux qui pensent qu'on peut régler tous les problèmes de la justice des mineurs en les traitant comme des majeurs, d'abord se trompent, parce que le Conseil constitutionnel ne l'autorise pas, et parce que sans doute les résultats seraient aussi mauvais. Donc je crois qu'il faudrait que les politiques abandonnent toute idéologie dans ce domaine et qu'ils se rassemblent au moins sur un point. C'est que la justice pénale des mineurs souffre, et là, je n'ai pas l'habitude de dire, mais nous l'avions dit dans le rapport, d'un manque de moyens assez cruel, parce qu'elle n'est pas considérée comme étant la priorité. On dit souvent justice des mineurs, justice mineure. Mais non, si on règle les problèmes de la justice des mineurs, on a tout de même quelques chances qu'une partie de la délinquance des majeurs soit également réglée. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur.